Est-ce qu'il faut donner aux ONG ou pas? Qu'est-ce qu'on dit aux adhérents que tout ce discours peut légitimement amener à se poser des questions? Ah non, non, il faut pas, faut arrêter de... Non, non. Il faut arrêter de donner de l'argent aux ONG. Ça, c'est ma conclusion assez claire après 8 ans à Greenpeace. C'est de l'argent dilapidé et qui, à mon sens, je pense que ce secteur de l'écologie bourgeoise est contre-productif aujourd'hui. Donner de l'argent pour payer les gros salaires de dirigeants qui foutent rien, hein, en réalité, ça m'apparaît pas très pertinent, non. Je me rappelle d'une fois au bureau, c'était la veille de la COP27. C'était en Égypte. Ouais. Et je te croise et puis tu me dis que tu vas à la COP27. Ouais. Et moi, un peu con, je me dis, bah, c'est enthousiasmant comme... Et je vois que tu n'es pas du tout enthousiaste. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec les COP? Qu'est-ce qui ne va pas avec les COP? Les 10 ans de la COP 21, là. Qu'est-ce qui ne va pas avec les COP? Bah, elles ne marchent pas. Hein. Mais qu'est-ce qui s'y passe puisque tu y es allé? En fait, elles ne marchent pas. En fait, c'est devenu essentiellement des grandes foires commerciales, les COP. Il y a une surprésence des milieux d'affaires et des milieux économiques qui en fait définissent les discussions et les entraves en grande partie. Il y a plus de lobbyistes aujourd'hui dans les COP que de représentants diplomatiques des pays vulnérables, hein, par exemple. Donc c'est des milieux qui sont complètement vampirisés. Ces milieux onusiens et multilatéraux, en fait, ils obéissent au principe de la pluralité d'acteurs. Mais en fait, là-dedans, ils mettent les ONG, ok, mais aussi les entreprises qui sont censées faire partie de la société civile, donc ils défendent leurs intérêts économiques. Leurs intérêts économiques, c'est d'accumuler de la marchandise de toute façon en permanence. L'accord de Paris lui-même est un très mauvais accord quand on regarde son architecture interne et sa substance juridique. En fait, c'est ça que l'accord de Paris il est passé pour une bonne raison, c'est qu'il prévoit strictement aucun régime de sanctions et donc de contraintes aux acteurs qui l'ont signé. C'est vraiment de la soft law qui était censé avoir un effet performatif. En fait, c'est ce que racontait Laurence Tubiana, qui se présente comme la grande instigatrice de l'accord de Paris en COP21. Elle disait, ouais, bon, c'est pas ouf, mais en vrai, c'est une grande victoire parce qu'il faut compter sur l'effet performatif de l'accord de Paris. C'est-à-dire que c'est en fait sa capacité symbolique à éventuellement créer des effets d'entraînement, les différents. Laurent Fabius était quand même très ému à la fin, donc ça avait l'air d'être un truc, ça avait l'air assez énorme comme oui, victoire. Oui, peut-être que son émotion a ému les grands patrons qui se sont dit, ah, c'est vrai qu'on va peut-être faire comme dit l'accord de Paris, on ne sait pas. Donc non, ça a eu aucun effet. Et puis même les environnementalistes qui traînent là-dedans, en fait, ils réseautent, quoi. Ils enrichissent leur carnet d'adresses, ils font du plaidoyer, c'est-à-dire qu'ils dialoguent avec leurs adversaires en estimant avoir un quelconque intérêt commun, qui sont en fait exclusivement des intérêts mondains. C'est vraiment le lieu des sociabilités mondaines par excellence. La société civile est totalement muselée parce que dès que vous faites un pas de travers dans ces espaces-là, dans la zone bleue, là, vous êtes banni à vie. Donc en fait, vous pouvez rien faire. À part vous promener gentiment, éventuellement avec une pancarte une fois toutes les 2 semaines. Et donc voilà, c'est une forme c'est un milieu qui est un milieu d'expat, un peu bourgeois, qui va d'événement en événement en avion, sur toute la gouvernance climatique mondiale, dans lequel il se produit strictement aucun rapport de force, et de toute façon desquels les forces populaires et les classes populaires sont strictement exclues. Donc voilà, la COP aujourd'hui ça sert de caution démocratique et environnementale à des États pétroliers, à des dictatures. Enfin, on l'a vu c'était déjà le cas en Égypte, après c'était en Arabie Saoudite. La prochaine c'est où? C'est en Azerbaïdjan ou un truc comme ça, je crois. Il y a eu Dubaï, il n'y a pas longtemps. Dubaï, ouais. Et donc voilà, non, c'est pas un modèle. Moi, je considère qu'il faut des espaces multilatéraux, sans doute, mais il faut réformer complètement le fonctionnement des COP et bannir les intérêts économiques déjà de ces espaces. Là, on aura peut-être une discussion un peu plus sérieuse, mais je pense qu'en attendant, les ONG devraient arrêter de cautionner ce cirque-là, hein, très clairement. Tu nous dis, en près de 8 ans à Greenpeace France, rien n'a vraiment été gagné, mais j'ai appris à perdre sans combattre. Oui, voilà, parce que... Non, c'est pas très gai. Non, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène, en fait, il faut comprendre les logiques de l'institutionnalisation pour comprendre cette conclusion, c'est que
Il y a plusieurs dimensions à l'institutionnalisation de l'écologie qui a été promue notamment par les ONG. Il y a d'abord un phénomène de verticalisation des structures. C'est-à-dire que les ONG se sont professionnalisées, puis technocratisées. Donc elles sont passées de vagues collectifs militants à des entreprises comme les autres, avec une circulation verticale et féodale du pouvoir, avec une classe dirigeante, avec un management intermédiaire qui est apparu petit à petit, et une caste en fait, de l'encadrement dont vraiment le seul objectif, c'est de couper les ailes des salariés et des gens qui font campagne pour bien rester dans le registre de la modération, de la pondération, de l'euphémisation, pas en faire trop, pas prendre de risques. Il y a une aversion au risque qui est majeure, parce que maintenant, c'est une grande structure matérielle. Greenpeace France, c'est 150 salariés, donc c'est 150 salaires. C'est des gros salaires aussi à assumer, donc il faut... voilà. Et prendre des risques, c'est trop risqué aujourd'hui pour les ONG. Donc, c'est des systèmes qui sont très disciplinaires. On vous apprend quand même à abandonner petit à petit vos convictions, à ne pas réfléchir à ce qui sort du domaine environnemental, etc., etc. De fait, à ne pas parler de capitalisme et ce genre de choses. C'est des structures, par ailleurs, où il n'y a pas de culture syndicale, parce qu'on vous dit on est une grande famille, on est du côté du bien, il n'y a pas vraiment de patron, donc c'est vraiment la figure du patron de gauche qui dissimule sa fonction employeur et ses privilèges, machin, ce qui crée des systèmes de domination en fait, qui sont beaucoup plus féroces que dans les entreprises privées. Jean-François Juliard, mon directeur, il avait dit une fois devant tout le monde, au moment où un syndicat commence à se créer suite à mon départ, il avait dit, mais de toute façon, la lutte des classes n'existe pas à Greenpeace, il faut qu'on arrête de parler de ça. Mais le gars, il est directeur, juste il a un pouvoir de vie ou de mort sur n'importe quel salarié. Il peut le virer du jour au lendemain sur un mot de travers. Dire que la lutte des classes n'existe pas, c'est faux. Lui, il a qu'à aller. À Greenpeace, il y a des gens qui vont mendier dans la rue toute la journée pour assurer des gros salaires auprès des gens. Et c'est des médias qui sont extrêmement durs, extrêmement précaires. Enfin voilà, donc la lutte des classes n'existe pas si la lutte des classes ça existe. Mais bon, du coup, il y a un système disciplinaire qui vise à couper les ailes des militants auxquels je me suis affronté quand même à de nombreuses reprises, et notamment lors de l'élection présidentielle en 2022, qui était vraiment un moment dingue. Où on n'a rien fait, alors que vraiment foutre un bulletin dans une urne, pour le coup, il n'y a pas vraiment plus pacifiste, en fait, pour essayer de peser un petit peu sur la situation politique, mais même ça, c'était trop engagé pour Greenpeace, quoi. Donc il y a ça, il y a une deuxième dimension, c'est aussi le style de personnel qui est recruté dans ces ONG. Plutôt que des militants ou des savoirs sociologiques, on a des profils très technocratiques qui sont recrutés par rapport aux capitaux mondains qu'ils possèdent d'ores et déjà et leur capacité à s'intégrer dans des réseaux élitaires, en fait. Si on regarde le dernier recrutement significatif à Greenpeace France, c'est le responsable de la campagne énergie, qui est quand même assez central à Greenpeace. C'est un gars qui vient du SIG, donc du service d'information du gouvernement, et qui a fait l'essentiel de sa carrière à Publicis. Donc déjà, c'est un style de profil, quoi. C'est un style de profil qui, en l'occurrence, est très dépolitisé.